Entreprendre, c'est être seul, face à ses choix, ses doutes, ses difficultés, ses victoires aussi. Comment vaincre la solitude du dirigeant? Je suis Florent Lyonnais, expert en stratégie d'entreprise et challenger d'entrepreneurs. Dans le masque du patron, j'analyse des cas concrets et vous donne des solutions pour sortir de la solitude entrepreneuriale. Objectif, booster vos chances de réussite. Un jour, on m'appelle, mais c'est Paris qui m'appelle. Pourtant, la mission sera à Aix-en-Provence. Mais c'est Paris. Pourquoi? Parce que des très bonnes relations avec un grand groupe d'ingénierie français, parisien, et des missions qui ont été menées avec succès auprès de ce groupe, amènent la DRH du groupe à demander à une de ses filiales à Aix-en-Provence de m'appeler, car elle était dans une problématique, cette filiale, qui nécessitait, en tout cas, ma vision. C'était une filiale dans un métier extrêmement complexe et rare. C'est-à-dire que le personnel qualifié, donc métier d'ingénieur, très peu d'ingénieurs sur le marché, très compliqué à recruter, problématique de tension de personnel terrible, problématique organisationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre empêche le dirigeant de la filiale, qui est le créateur de cette société qui lui-même a vendu cette filiale à ce grand groupe d'ingénierie, mais toujours le dirigeant opérationnel, la pénurie de personnel entraîne des tensions en interne, car évidemment, pas assez de personnes pour faire l'ensemble des missions sur le territoire. Les gens s'attirent, et à un moment, ça craque. Donc, des personnes s'en vont, et quand il faut recruter du personnel et que c'est en tension sur le marché, parce qu'il y en a très peu sur le marché, c'est compliqué, il faut donc aller les chasser, mais forcément derrière, quand on chasse, il y a des rendez-vous qui doivent se faire avec le dirigeant et les personnes chassées quand il parle à un dirigeant qui est très charismatique, avec une vision très claire de ce que lui veut. Ce n'est pas forcément ce que les gens attendent en face. Et là, tout d'un coup, le dirigeant lui-même a été confronté à lui-même, à ce qu'il est. En fait, le dirigeant a du mal à recruter parce qu'il est ce qu'il est. Et parfois, on dit souvent d'ailleurs qu'on est son propre poison. Là, on peut dire qu'il est son propre poison. Il a tellement d'ancienneté. Il connaît par cœur l'entreprise. C'est lui qui l'a créée, cette entreprise. Encore une fois, sur des métiers très, très spécifiques. Quand il a affaire à du personnel qu'on va chasser, donc j'ai donc été chassé pour lui. Ouais, je sais aussi faire ça. Et je suis plutôt bon, d'ailleurs, puisqu'il n'arrivait pas à recruter depuis plus de 24 mois, et j'ai réussi à lui trouver des personnes qu'il a embauchées. Mais quand vous allez chasser, vous devez draguer. Vous devez quand même être attractif pour que quelqu'un décide de quitter un travail pour aller travailler pour un concurrent. Je vous passe les clauses de non-concurrence existantes, le cas échéant. Mais quand les entretiens ont eu lieu avec ce dirigeant, là, sa vision a fait peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision organisationnelle qui n'était pas du tout aujourd'hui alignée avec le marché et ce qui se passait chez ses propres concurrents. C'est-à-dire que les salariés que j'avais chassés, j'avais un cahier des charges, une très belle définition de poste, et en fait, les conditions de travail opérationnelles étaient très, très dures dans cette société. Les charges de travail, le nombre de chantiers par ingénieur, les déplacements, c'était hors norme en fait. Attention, il y avait de la récompense, mais c'est là aussi où la reconnaissance, ça passe pas toujours par l'argent. Ce dirigeant était très, très axé business. Et en fait, je vais même aller plus loin. L'argent, ça faisait tout. Ça devait régler tout. Mais ça réglait pas tout. Donc, à un moment, on a été confronté, clairement, entre les candidats que je lui présentais, ce que lui disait aux candidats. Alors déjà, il y avait une dissonance. J'ai eu un problème, car la promesse que moi je faisais n'était pas la même, complètement, quand lui prenait la parole. J'ai donc dû m'immiscer dans les entretiens, pour éviter de le laisser dire autre chose que ce qui avait été dit. Ça cassait toutes les chances de recruter quelqu'un. Je parle de personnes très difficiles à trouver. Quand je dis très difficiles, on ne parle pas d'un employé lambda dans un magasin lambda qui va vendre un produit lambda. On les comptait sur les doigts des mains, le nombre de personnes qualifiées sur ce métier. Quand je recrute, et a fortiori quand je chasse, c'est encore pire, je demande évidemment qu'on me donne les moyens d'aller draguer. Pour ça, j'ai une fiche de poste, très bien. J'ai des conditions de travail, j'ai les avantages sociaux, bref, ce qu'on appelle le package.
Mais il y a des choses qui ne sont pas dites immédiatement. C'est par exemple le nombre de déplacements, le nombre de chantiers, les relations aussi au sein de la filiale, l'omniprésence d'un dirigeant. Et ça, quand c'est dit lors des entretiens, ça peut être ce qu'on appelle un tue-l'amour. Hein. C'est-à-dire qu'un candidat, il va être poli, il va attendre la fin de l'entretien, et puis après moi, je le rappelle pour débriefer, et là, il me dit « Monsieur Lyonnais, votre bande-annonce, elle m'avait fait rêver. Par contre, le film que j'ai vu là avec le dirigeant, j'ai été déçu. » Ok, donc, on a eu besoin de se réaligner, en fait, le dirigeant et moi. C'était pas fait de manière malsaine, hein, et c'était même pas malicieux. Mais on a eu besoin de créer ensemble un cahier des charges où on arrivait à projeter un candidat dans le poste. D'autant plus que j'allais chasser des candidats qui travaillaient pour le service public dans ces métiers-là, et j'allais les amener dans une boîte privée. C'est dur de quitter le public pour aller dans le privé. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, je peux vous le dire. Donc, on s'est donc réalignés tous les deux. Et le réalignement, il a eu lieu grâce à justement une meilleure compréhension de son organisation. En fait, je n'avais pas pris la mesure des choses. Ça a commencé par un recrutement, enfin par des recrutements, il y avait plusieurs postes, et ça a poursuivi par une forme d'audit. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien compris à ce qu'il faisait au début. Comme quoi, démarrer par une mission de recrutement était une très mauvaise idée. Il aurait mieux fallu commencer par un bon audit pour que j'ai une bonne compréhension de l'organisation, mieux comprendre l'organisation, les gens qui composent l'organisation, toutes les chevilles ouvrières, m'aurait permis de largement mieux recruter. Donc, cette perte de temps, mais c'était aussi dans un cadre budgétaire bien contraint, et il n'y avait pas forcément besoin, envie de la part du dirigeant d'ouvrir ses portes et de laisser quelqu'un rentrer pour faire un audit organisationnel. Ce qui a démarré comme un besoin en recrutement, en réalité, c'était un besoin de redéfinir une organisation. C'est-à-dire que, normalement, son organisation, vu le chiffre d'affaires, devrait être composée de chevilles ouvrières au niveau management qui sont largement et compétentes et disponibles pour pouvoir participer à ces recrutements et les faire, puisque ces gens qui vont être recrutés vont avoir un hiérarchie directe et ne vont pas répondre directement au grand patron. Or, c'est lui qui gérait tout. Donc, là encore, on avait un côté omniscient, omniprésent, d'un patron qui a créé de toutes pièces, c'est son bébé, cette société, et donc, il ne veut pas lâcher prise là-dessus. Il se refuse à laisser quelqu'un d'autre faire à sa place. Rien que ça pose un problème. Ça décrédibilise son organisation. Même les candidats ne comprenaient pas pourquoi ils parlaient d'abord au patron, au grand patron. C'est qu'après avoir parlé au grand patron, qu'enfin ils parlaient à leur manager, futur manager. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Donc, le fait de mieux discuter avec lui, le fait de discuter aussi avec d'autres personnes de l'organisation, dont des managers, m'ont permis de constater le poids de cet homme, dans tous les sens du terme. C'était un colosse incroyable, avec une aura, avec un charisme. Il parlait, tout le monde se taisait. Il rentrait dans une pièce, le monde s'arrêtait. Le mec, un succès incroyable. Sauf que, derrière ça, il y avait aussi une sorte... Eh bien, je reprendrai l'idée du paradoxe d'Abilène. Tout le monde lui disait toujours oui, alors que beaucoup pensaient non. C'est-à-dire, on n'osait pas lui dire non. C'est grâce à qui que j'ai compris ça? C'est grâce à son assistante personnelle, avec qui j'avais beaucoup de relations, qui était en gros, c'était plus que son assistante personnelle. Elle faisait tout, corvéable, presque. Mais elle adorait ça, mais alors pas de vie. Hein. On appelle ça des no-life en anglais, pas de vie. Elle m'a expliqué mieux le bonhomme, quoi. Parce que c'est pas lui qui m'a expliqué qui il était. Et puis là, il y a un moment, il faut avoir du respect. Hein. Moi, je ne reste qu'un fournisseur, hein, donc il faut respecter le client. Mais elle me l'a expliqué. Florent, pour mieux comprendre, voilà, je vais vous dire, ah, mais ça a fait sens. Et là, je me suis dit, OK, donc le fond du problème n'est pas la capacité de l'entreprise à recruter. Au final, on a même retravaillé l'offre en elle-même. On a même projeté les gens même dans de l'évolution professionnelle potentielle. Donc, il savait faire la part des choses et proposer bien mieux. Non, son problème, c'était d'accepter de lâcher prise et de laisser son organisation gérer d'elle-même, en fait, le quotidien. Le problème avec une entreprise filiale d'un groupe coté au CAC 40, c'est qu'avec un dirigeant qui est aussi presque envahissant, partout, mais légitimement, puisqu'il connaît par cœur l'entreprise, il sait exactement de quoi il parle. Cela crée une chape de plomb. Ça crée aussi des problèmes d'inertie dans les prises de décision. Pourquoi? Parce que, comme il veut être au cœur de toutes les décisions, et que son emploi du temps, vous l'imaginez bien, son agenda, il est blindé de rendez-vous, à gauche, à droite, à l'étranger, etc. Eh bien, le processus décisionnel ne fonctionne pas.
il est retardé en permanence. Ce qui renvoie aux collaborateurs, aux collaboratrices, un problème de reconnaissance. On a l'impression que leur travail ne compte pas de la même manière, on a l'impression que leur avis ne compte pas de la même manière, et le dirigeant fait tout ça sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune malveillance. La boîte tourne extraordinairement bien, les gens sont très impliqués, très engagés, c'est juste que il manque ce petit processus de prise de conscience du dirigeant de lâcher prise et de laisser les collaborateurs gérer en dessous de lui. Il y a une vie après lui, en fait. Et ça, c'est dur pour des gens qui ont bâti de leurs mains un petit empire, de laisser la main et faire confiance. Et déléguer. On revient encore et toujours à cette notion de délégation. Face à cette prise de conscience et du fait que j'avais mal pris en compte les enjeux, ce qui est toujours très complexe dans des environnements eux-mêmes très complexes, l'idée a été donc de pouvoir interroger, interviewer une partie du personnel. Pour ça, donc, un périmètre a été déterminé par le dirigeant. Il a accepté de jouer le jeu. Les gens ont accepté de jouer le jeu, de livrer quel était leur quotidien. Donc là, ça fait partie des entretiens qui ont été sans doute les plus riches parce que la question de base a été « décris-moi une journée type ». Et le « décris-moi une journée type » dans ces métiers très complexes d'ingénieur, là, j'en ai eu pour mon argent, je peux vous le dire. Et les entretiens ont plus duré 2 heures qu'1 heure. Mais ça m'a permis de mieux comprendre l'enchevêtrement de missions, de tâches. Mais en fait, c'était des fourre-tout leur quotidien. Il n'y avait pas en réalité des journées types. Alors, dans plein d'entreprises, quand j'interviens, quand je leur demande une journée type, tout le monde me répond « Mais Florent, il n'y a jamais de journée type. » D'accord. Une fois qu'on a dit ça, ok, alors donne-moi une semaine type. J'ai besoin de voir les éléments récurrents dans votre quotidien. Et en fait, j'ai compris, il y avait du reporting permanent. Mais permanent. Ça veut dire que les équipes, le dirigeant demandait sans cesse du reporting vers lui. Il avait besoin de savoir tout ce qui se passait. Le moindre détail. Là, dans l'art du micromanagement, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Donc, réussir à comprendre ça, à pouvoir mettre en place un reporting sacralisé, mais pas hebdomadaire, pas journalier, mais plutôt mensuel ou bimensuel en fonction des métiers. Parce qu'en fonction de la complexité du nombre de chantiers qui pouvaient être suivis par les ingénieurs, il était nécessaire que le dirigeant puisse être au courant. Mais une remontée d'informations pertinente. Pareil, gestion des priorités. Tout n'est pas urgent et important. Parce que dans ces entreprises, on a l'impression que tout est urgent et important. Mais si vous vous référez à la matrice Eisenhower, avec ses 4 cadrans, mais en fait, vous ne pouvez pas vivre une vie entière professionnelle en mettant toutes vos missions, toutes vos tâches dans un seul cadran, urgent et important. Sinon, c'est le burn-out, assuré. Je peux vous le dire, vous craquez au bout d'un moment. Donc, la prise de conscience, c'était déjà arrivé dans le passé, que des gens un peu le craquent en fait. Ça a permis aussi de raccrocher les wagons avec une prise de conscience du dirigeant. Remettre en place un système de reporting sur d'autres bases, plus light, on va dire, plus légères. Remettre aussi un sens aux priorités a permis à chacun de retrouver sa place naturellement. En fait, tout était pourtant bien clair dans l'organigramme, c'est ça qui est dingue. C'est que sur le papier, tout paraissait clair, mais dans les faits, rien ne l'était. Là, les gens, même, ont commencé donc à se reparler entre eux. Là, jusqu'à maintenant, tout était dirigé systématiquement vers le dirigeant. On a l'impression que chacun parlait avec le dirigeant, quel que soit le métier. Parce que dans ces entreprises d'ingénierie, il y a très peu de petites mains. En fait, tout le monde est plutôt ingénieur. Donc, l'organigramme est assez plat. Ça pose aussi un problème. Là, ce qu'on a réalisé auprès de cette entreprise, c'est de recréer du lien. Tout était du bas vers le haut. Et il fallait absolument qu'il y ait du travail en transversal entre les équipes. Et pourtant, ils étaient en mode projet permanent. Donc, on a fait des ateliers, tout simplement, sur de la cohésion d'équipe. On a remis les gens autour de la table pour que chacun puisse bien exprimer ce qu'il faisait, ses responsabilités. Ça a permis aussi de pouvoir redéfinir certaines fiches de poste et du contenu d'ailleurs. Donc, ça a été plutôt salvateur de ce point de vue-là. De pouvoir montrer que les gens étaient en responsabilité. Et Dieu sait qu'un ingénieur sait l'être. On n'a pas besoin de lui expliquer longtemps. Que finalement, faire ce reporting incessant, subir ce micromanagement était plutôt toxique pour leur quotidien. Ça les empêchait, toujours pareil, de gagner en sérénité, de pouvoir donc être pleinement disponibles et engagés pour leur mission. Ça n'avait donc pas de vertu du tout. Ça a été très dur et très long de réussir à couper ce lien entre le grand patron, parce que pour lui, c'était comme ses enfants, et il le prenait comme tel. Il ne voyait pas de mal à ça. Comme un père qui demande à son fils tous les soirs, quand il rentre de l'école, «
Alors, comment s'est passée ta journée? Raconte-moi. Ouais, mais sauf que là, on a affaire à des ingénieurs. Donc, le côté paternaliste, et parfois qui pouvait être vécu pas loin du syndrome de Stockholm, un peu. Comme si le patron prenait en otage ses propres salariés. Il l'aimait, en fait. Les salariés l'aiment, ce patron. Sauf qu'ils ne se rendent plus compte du poids qu'il peut mettre sur eux en termes d'organisation, de charge de travail, bref. Ça a été nécessaire de faire un travail de repositionnement organisationnel. C'est-à-dire que les gens étaient tous des ingénieurs, tête bien faite. En revanche, ils en arrivaient à faire des tâches multiples, des doublons de tâches en fonction des personnes, et tout ça, ça créait un flou dans l'organisation. Les gens ne savaient plus vraiment qui devait faire quoi. Comme ils s'auto-responsabilisaient, ça fonctionnait plutôt pas mal, mais avec une déperdition d'énergie terrible. Le fait de retravailler ce positionnement organisationnel a permis de clarifier les choses, de redonner du sens réellement en retravaillant les fiches de poste, en interviewant les gens, en leur demandant « Ok, raconte-moi quel est ton quotidien. C'est quoi? Et si c'est pas dans une journée, raconte-moi ta semaine. Si c'est pas la semaine, raconte-moi ton mois. C'est pas le mois? Dis-moi ce que tu fais dans une année. J'ai besoin de comprendre intrinsèquement ce que tu fais. » Et là, j'ai recoupé entre les différentes personnes que j'ai rencontrées et j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, beaucoup faisaient les mêmes choses. Tant que c'était sur des chantiers distincts, tout va bien. Mais dès que c'est au siège et qu'on voit que des personnes font les mêmes jobs, il y a une déperdition en termes d'énergie, de productivité. Quand le patron il a été mis face à ça, forcément, ça a été un révélateur, une sorte de déclencheur. Parce que là, il ne pouvait pas nier. Malgré les belles paroles, il était obligé d'accepter ce constat. On a fait ce qu'on appelle une cartographie des compétences. C'est-à-dire qu'on a demandé à chaque salarié, presque son CV, on a clarifié exactement quelles étaient ses compétences métiers, on a mis tout ça bout à bout, ça a permis de créer une cartographie de l'ensemble de la société. En réalisant cette cartographie des compétences, le dirigeant en a été à me dire qu'il avait l'impression d'avoir remis de la lumière dans les couloirs. C'est une expression qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui est très solaire, ce dirigeant. Et pourtant, j'ai l'impression que la lumière s'était éteinte pour lui. Il y avait tellement de freins bloquants dans son organisation que lui-même ne savait plus par où prendre les choses. Cet œil extérieur, et c'est ça aussi la vocation d'un bel accompagnement, c'est d'arriver à apporter de la lucidité à un dirigeant qui ne manque pas de talent, ne manque pas de charisme, ne manque pas d'être fédérateur, et pour autant ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'a plus la capacité à prendre le recul nécessaire pour voir les dysfonctionnements. Les résultats de cet accompagnement, ils ont été assez impressionnants et radicaux. De clarifier le qui fait quoi, de cartographier les compétences, a permis d'arrêter de vouloir recruter à tout prix. Ça semble tout bête, mais un recrutement, c'est de la masse salariale en plus. C'est donc forcément du bénéfice en moins pour une entreprise. En redistribuant les rôles, en responsabilisant aussi certaines personnes, ça lui a permis d'arrêter d'être dans le micromanagement permanent, en créant un management intermédiaire. On appelle ça comme ça, un management de proximité. Souvent, il y a un dirigeant. Quand le dirigeant fait du micromanagement, en gros, il est sur chaque salarié en permanence à vérifier ce qu'ils font. Quand on crée ce fameux management intermédiaire, c'est le plus beau des métiers. Sauf que c'est aussi le plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois, il est entre le dirigeant qui va lui mettre de la pression vers le haut, du haut vers le bas, et il est à mi-chemin avec les salariés qu'il manage, et les salariés, eux, lui mettent la pression qui remonte du bas. Ce qui fait qu'il est entre deux pressions, une qui vient en haut, une qui vient en bas. Et pour autant, c'est le plus beau des métiers. Aujourd'hui, le manager de proximité est celui qui a le poste sans doute le plus gratifiant parce qu'il voit immédiatement les résultats de ses actions en termes de management. Sa proximité avec le terrain lui permet d'avoir une autorité de compétence et une crédibilité, une légitimité auprès des équipes. C'est juste bluffant. Et il est le dernier rempart avec la hiérarchie. Il est là pour faire du reporting auprès de la hiérarchie, ce qui fait que le reporting ne se dilue pas entre plein de personnes. Il agrège l'intégralité du reporting et le dirigeant donc a une seule personne ou plusieurs en fonction de la taille de l'entreprise qui lui fait du reporting. Ça change tout dans le quotidien. En termes d'ambiance et de ce qu'on appelle de climat social, évidemment, ça a apporté énormément de vertus. Comme le patron n'était plus dans du micromanagement, eh bien, les gens ont commencé à se parler entre eux. Avant, c'était en fait du hyper-silo, c'est-à-dire que c'était de multiples silos dans l'organisation, patron-salarié, 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 patron... Il y avait plein de patrons-salariés. Désormais, il y avait salariés entre eux qui arrivaient à communiquer,
à se parler, qui remontaient de l'information, donc qui était dans l'intelligence collective bien entendu, qui faisaient des partages d'expériences de leur chantier. Et forcément, cela a permis d'apaiser le climat social, une fois de plus, de ne plus travailler en tension, de retravailler aussi la notion de priorité. Ça, la gestion des priorités, elle a été revue intégralement. Aujourd'hui, rien ne peut être décidé en termes de plan d'action pour conduire le changement si le patron lui-même n'en est pas convaincu. Le conseil que j'ai à vous donner, si le flou existe dans votre organisation, c'est de réussir à éclaircir les choses. On passe du flou à l'éclaircie. Comment on éclaircit ? On éclaircit en posant votre organisation, en clarifiant les rôles. Si aujourd'hui le flou persiste, c'est que le rôle de chacun dans l'organisation n'est pas clair. C'est que par la force des choses, à force d'habitude, les gens font plus que ce qu'ils devraient faire ou différemment de ce qu'ils devraient faire. Recadrer les compétences, remettre au cœur de vos préoccupations les fiches de poste, le qui fait quoi, va permettre de rééquilibrer et de naturellement éclaircir les choses. Si tout le monde comprend l'organisation, l'organigramme même, alors les choses seront beaucoup plus apaisées. Dans les organisations complexes, le vrai reboot, c'est quand chacun retrouve sa place et que le dirigeant cesse de porter seul la clarté. Ces conseils peuvent-ils être appliqués dans votre entreprise ? Je serais curieux de lire vos retours en commentaire. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le par des étoiles, des cœurs et en vous abonnant pour ne rien louper. Vous voulez aller plus loin ? Rejoignez le projet Reboot 30 jours d'accompagnement sur mesure pour vous amener là où vous le souhaitez. Toutes les infos sont dans la description. Le masque du patron revient dans 2 semaines. En attendant, n'attendez plus.